Bonsoir Carole Grandjean. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche, co-auteur d'un rapport qui vient d'être rendu public sur les fraudes sociales. On va le voir, vous battez en brèche pas mal d'idées reçues, mais d'abord, petit point sémantique, Carole Grandjean, quand on parle de fraude sociale, de quelle fraude parle-t-on exactement ? Le Premier ministre a missionné Nathalie Goulet, donc sénatrice, et moi-même sur une mission pour évaluer l'ampleur de la lutte contre, l'ampleur des fraudes sociales finalement en France, mais plus particulièrement celle aux prestations sociales. Et donc notre objectif est donc d'évaluer l'ampleur de cette fraude et d'évaluer les mécanismes qui sont mis en place en termes de fraude sociale, plus particulièrement aux prestations sociales encore une fois. Donc on peut être sur des prestations familiales, on peut être sur des prestations maladie, on peut être sur des prestations vieillesse, sur des prestations d'assurance chômage. Donc on est sur l'ensemble de ces prestations-là quand on parle de prestations sociales. En lisant votre rapport, on découvre des chiffres aberrants. On va en voir quelques-uns. 84 millions de personnes qui ont une carte vitale en France, alors qu'on est seulement 67 millions d'habitants. On voit le petit problème de compatibilité de chiffres. On y reviendra. Il y a aussi ces autres chiffres qui laissent pantois, 3 millions de centenaires comptabilisés, alors qu'en réalité, il n'y en a pas plus de 21 000 qui vivent encore. Quelles conséquences ces chiffres peuvent-ils avoir sur les fraudes ? Alors déjà, je crois qu'il est important de revenir sur ce que veulent dire ces chiffres. Quand on parle de 3,1 millions de centenaires réputés vivants dans les indices de l'INSEE, il ne s'agit pas de dire que ces 3,1 millions de personnes réputées vivantes bénéficient de prestations sociales. En fait, elles n'ont pas fait remonter, ou leur entourage n'a pas fait remonter l'acte de décès, ce qui fait que nos registres n'ont pas enregistré leur décès et n'ont pas acté le fait que leur dossier était clos. Donc il s'agit véritablement pour nous de faire maintenant parler ces chiffres, puisque nous sommes en fait dans une phase de pré-préconisation. Oui, de pré-rapport. Voilà, donc on est dans un premier temps en fait, de préconisation qui nous permettent de lancer un certain nombre d'échanges et de débats publics. Mais il s'agit véritablement de faire le distinguo entre ces chiffres et la prestation sociale qui est versée derrière. Ce que vous dites, c'est que effectivement tous ces chiffres ne correspondent pas in extenso à des fraudes ou des fraudeurs caractérisés. Tout à fait. Et en l'occurrence, là, on vient d'avoir des chiffres aujourd'hui actualisés et on serait plutôt autour de 59 millions de cartes vitales actives. Donc, c'est intéressant toujours d'avoir le parallèle entre les chiffres qui sont effectivement dans nos outils statistiques et le pendant avec la prestation sociale réellement versée. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce rapport, en fait, finalement, de faire la lumière entre tous ces indices. Alors, votre rapport est particulièrement intéressant, Carole Grandjean, parce qu'il évite quand même la caricature du fraudeur, notamment ces fantasmes du pauvre paresseux ou de l'étranger profiteur. Vous levez un tabou, puisqu'on découvre quand même que les fraudeurs, ce sont aussi, et parfois surtout, les employeurs, les professionnels, notamment les professionnels de santé. Alors, je crois que ce qui est important de dire, c'est que cette mission va remplir un triple objectif. Le triple objectif, c'est d'abord, de lutter contre le non-recours aux droits. Aujourd'hui, on estime à 30% des personnes qui pourraient avoir droit à des droits sociaux qui n'y ont pas recours. Et donc, finalement, un ensemble de mesures qui pourraient être prises pour lutter contre le non-recours aux droits, mais aussi le droit à l'erreur et la lutte contre les fraudes, seraient en fait concomitants et en tout cas auraient un intérêt commun à voir un certain nombre de mesures être mises en place. Et ça nous semble effectivement très importante avec Nathalie Goulet, ma co-rapporteure. Bien sûr, vous dites en gros qu'il y a des prestations sociales, certes il y a les fraudeurs, mais il y a aussi tous ceux qui devraient percevoir des prestations sociales et qui ne les perçoivent pas. Je crois que le chiffre, il est aux alentours de 10 milliards d'euros par an. Donc c'est un chiffre aussi qui est important. Considérable. Et donc pour nous, au fond, un certain nombre de mesures devraient être prises pour faciliter, simplifier les démarches et qui aura un triple objectif. Et donc oui, la fraude, clairement pour nous, n'est pas la fraude de la personne en précarité. C'est pas ça qu'on est allé effectivement investiguer. On est allé investiguer des mécanismes de fraude, des réseaux
de fraudes qui sont tout à fait majeures et qui sont organisées et donc qui Alors nous lesquels, paraissent être justement? évidemment à combattre. On a des typologies de fraudes comme les fraudes documentaires, le fait Ça veut dire quoi, une fraude de documentaire? donner des faux documents, donc soit des faux documents d'identité, soit des documents d'identité volés, soit des documents falsifiés d'imposition pour justifier effectivement de la possibilité de bénéficier de Mhm. certaines prestations. Donc tout ce qui est fraude documentaire, mais tout ce qui est par exemple entreprise éphémère, ce sont des entrepreneurs qui créent une entreprise sur une activité qui est relativement fictive, avec des salariés qui sont déclarés, qui ont une fiche de paye. Et en fait, l'objectif derrière cette création d'entreprise, c'est d'aller frauder l'assurance chômage et l'assurance garantie salaire. Et donc, ce sont des exemples de fraude, parce qu'en fait, les typologies de fraude sont très nombreuses. Et pour nous, aujourd'hui, il faut réussir à démystifier ce qu'est le fraudeur type que chacun Mhm. s'imagine, parce qu'en fait, les mécanismes de fraude sont beaucoup plus Et complexes. sont multiples, on Ils comprend sont bien. Il y a quand multiples. même des chiffres qui sont marquants. 30% des fraudeurs sont des professionnels médicaux, paramédicaux, ce qui représenterait 80% du montant de la fraude, par exemple, à l'assurance maladie. Alors, Alors, oui, ce vous sont les donnez chiffres des pour l'assurance exemples, maladie, oui, oui. et vous donnez des exemples ahurissants. On se demande quand même comment ce type de fraude arrive à passer. Enfin, aujourd'hui, elle ne passe plus puisque vous les relatez au grand jour. Mais vous donnez des exemples improbables de médecins, par exemple, qui inventent des situations improbables de déplacements en ski ou de dizaines de déplacements dans la même journée au même endroit. Alors oui, lors de nos auditions, on nous a expliqué finalement Mm. quels étaient les mécanismes de fraude qui pouvaient exister. Notamment là, on parle de la caisse d'assurance maladie. Les fraudes qui sont le plus massives en montant sont les fraudes aux professionnels. Ça te parlait professionnels de santé, mais quand je parle de professionnels de santé, on parle du médecin, de l'infirmier, de la personne qui fait les déplacements médicaux, le transport de patients. Donc on est vraiment sur du très large, hein. Mhm. Et au fond, on s'aperçoit qu'il y a des actes de fraude qui chiffrent très vite. Quand vous avez un médecin qui va dans un EHPAD et qui va chiffrer 40 déplacements pour les prestations qu'il fait en une journée auprès des 40 patients, évidemment, c'est une fraude. Ça coûte à notre système beaucoup d'argent. C'est pas si facile que ça de pouvoir contrôler ces déclarations Mm. de déplacement abusifs. Et il nous faut absolument renforcer nos mécanismes de contrôle et de suivi à ce titre. Oui, alors comment on fait justement pour mieux contrôler et améliorer ce suivi dont vous parlez? Alors déjà pour nous, il y a vraiment un enjeu très fort autour de l'interconnexion des données. Nous avons un système aujourd'hui en France qui est très organisé en silos. Donc les organismes de protection sociale ont leurs données et elles communiquent partiellement entre elles, mais très largement Mm. insuffisamment par rapport à l'enjeu de lutte contre les fraudes. Nous avons des exemples européens très proches, dont le modèle est assez proche du nôtre, comme la Belgique, avec un carrefour de données, si vous voulez, qui Mhm. organise l'interconnexion entre les organismes de protection sociale et qui ont pu nous montrer comment, grâce à cela, ils ont réussi à organiser la lutte contre les fraudes, mais aussi organiser l'accès aux droits et la lutte contre l'erreur de bonne foi. Donc une meilleure communication Exactement. avec peut-être une plateforme qui centraliserait, par exemple, toutes Exactement. les informations? Exactement. Donc l'idée, c'est que de manière à sécuriser les données, chacun garde ses données, Mhm. mais qu'elles puissent s'interconnecter et donc permettre aussi d'éviter de faire une déclaration différente d'un organisme à l'autre, ce qui pour nous est une deuxième proposition, c'est sortir du tout déclaratif et sortir de la possibilité que nous avons d'aller déclarer un lieu de résidence à un organisme de protection sociale et un autre lieu de résidence à un autre organisme de protection sociale et d'ajuster finalement nos déclarations Est-ce qu'il selon faut l'organisme. Et est-ce qu'il faut également faire davantage appel, parce que des fois on a un peu l'impression qu'on est resté au Moyen Âge, hein, quand on parle de déclaratifs ou de communications qui ne sont pas connectées, est-ce qu'il faut faire davantage appel à l'évolution, à la technologie, je pense à la biométrie, à ce genre, au flashcode, enfin à ce genre de suivi qui permettrait finalement des informations en temps réel? En tout cas, nous sommes convaincus qu'il faut qu'on avance effectivement sur des outils, des données, des outils numériques d'aujourd'hui. Donc pourquoi pas le cache électronique, le cachet électronique visuel qui permet de confirmer par un cachet QR code finalement que les informations sont correspondantes. Pourquoi pas renforcer effectivement l'interconnexion. L'idée en tout cas, c'est d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin sur la transversalité. Eh bien merci beaucoup Merci à Carole vous. Grandjean d'être venue sur notre plateau.
Tout de suite, Merci. vous retrouvez C'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la bataille à la ville de Paris. Officialisation hier de la candidature de Cédric Villani. Alors, le député de l'Essonne a-t-il ses chances? Est-il un adversaire dangereux pour le candidat officiel Benjamin Griveaux? Les réponses, c'est tout de suite. Ne bougez pas.